Alors, bonsoir groupe. On était rendu à l'accident ischémique transitoire, le AIT, ou le ICT, ischémie cérébrale transitoire, c'est la même chose. Donc, je vous ai dit au début du cours, c'est un peu la même chose qu'un AVC, sauf que ça se résout tout seul et ça laisse pas de séquelles. Le problème, tu sais, je le dis, là, les signes, les symptômes, les manifestations cliniques, on devrait dire, ça dure quelques minutes, voire quelques secondes, voire quelques heures. En principe, un ICT se résorbe dans les 24 heures. Donc, et ça laisse pas de séquelles. Donc, c'est quand même important puisqu'on sait que les gens qui font des ICT ont une énorme chance de faire, ou risque, on ne devrait pas dire une chance, un énorme risque de faire un AVC. On devrait toujours leur dire à ces gens-là que dès qu'ils ont des manifestations cliniques qui s'apparentent à un AVC, de se présenter à l'hôpital. Même si ça se résorbe, il y a quand même des trucs qu'on peut faire, il y a des trucs qu'on peut prescrire pour essayer d'éviter l'AVC et ça vaut vraiment la peine. C'est quand même une urgence. Là, on considère ça comme une urgence. Alors, c'est un signe, ça peut être un signe précurseur de l'AVC, un peu comme l'angine, c'est le signe précurseur d'un infarctus. On a des douleurs à la poitrine, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est peut-être notre cœur qui est en train de nous dire que on a des artères de bloquer puis il commence à manquer d'oxygène. C'est la même chose pour un ICT. Les manifestations cliniques de faiblesse sur un côté, faiblesse du visage, la difficulté à parler, c'est peut-être notre cerveau qui est en train de nous dire « Hey, il y a un caillot en quelque part qui bouge, là, puis il est resté pris un peu, et puis c'est ça qui t'a donné des symptômes. Il s'est déplacé, c'est pour ça qu'on n'a plus de symptômes, mais il peut peut-être aller se prendre ailleurs puis causer un AVC. Donc, c'est la même chose que l'angine pour l'infarctus. C'est pour ça qu'on considère qu'un ICT, c'est une urgence parce que c'est un des gros signes précurseurs d'un possible AVC. On dit que le tiers des personnes qui ont fait un ICT en feront plus jamais. Le tiers vont refaire des ICT sans nécessairement faire un AVC et le tiers va faire un AVC. Mais c'est quand même beaucoup de monde, ça, le tiers. Quand on fait une ICT, les manifestations cliniques, les séquelles sont encore réversibles. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de se rendre à l'hôpital. C'est quoi les signes avant-coureurs de l'AVC? Bien, on en a parlé un petit peu, engourdissement, faiblesse au niveau d'un membre, la confusion au niveau de l'état mental, parce que ça dépend toujours où est-ce qu'il est le caillot, le fameux caillot. Difficulté d'élocution ou de compréhension, des troubles visuels, on parle de vision double, on parle de perte de vision dans la moitié du champ visuel, ça c'est les hémianopsies. Des mouvements involontaires des yeux, je pense que j'ai un petit vidéo en quelque part, mais c'est les yeux qui bougent comme ça sans que ce soit nous qui les faisons bouger. Ça s'appelle du nystagmus. Difficulté de se mobiliser parce qu'on a une faiblesse d'un côté ou de l'autre. Puis une céphalée, puis là, on parle pas d'une céphalée, j'ai mal à la tête tout le temps, tous les jours, depuis 10 ans. Là. Je parle d'une céphalée qui est arrivée soudainement et qui est vraiment, vraiment intense. Alors, c'est quoi le petit test qu'on peut leur faire, que n'importe qui peut faire rapidement à un patient ou à quelqu'un qu'on pense qui est en train de faire un AVC? Bien, c'est l'acronyme VIT. Alors, V pour visage, est-ce que le visage est affaissé sur un côté? Et la meilleure façon de regarder ça ou d'évaluer ça, c'est de demander à la personne soit de sourire ou de se gonfler les joues. S'ils sont pas capables de faire ça, c'est parce qu'il y a une faiblesse d'un côté du visage. L'incapacité à lever les bras, on va leur demander de lever les bras dans les airs, puis des fois, ils sont capables de les lever, mais il y en a un qui va redescendre sans qu'ils le veulent, parce que le corps est faible. Ou il y a juste un bras qui va lever, l'autre ne lèvera pas du tout. Trouble d'élocution, on va leur demander de dire une petite phrase, quelque chose de très, très simple. Puis, la phrase qu'on utilise souvent, c'est « Le ciel est bleu à Cincinnati » parce que cet acronyme-là a été développé à Cincinnati. Je ne sais pas si c'est dans un de leurs hôpitaux ou à l'université, mais il reste que cet acronyme-là a été développé à Cincinnati. Donc, le ciel est bleu à Cincinnati, ou n'importe quelle autre phrase, c'est quoi votre nom, puis ils sont pas capables de vous répondre à c'est quoi leur nom, c'est problématique. Donc, qu'on ait des points positifs dans n'importe quel. C'est pas obligé d'être les trois. Ça peut être un sans nécessairement les autres. Alors, le visage est asymétrique, on n'est pas capable de lever les bras,
on n'est pas capable de répéter une phrase simple, le E, c'est pour emergency, c'est urgence vitale. Il faut appeler l'ambulance parce qu'on a du temps très limité pour renverser les manifestations cliniques. Parce que même si c'est un caillot assez gros pour causer un AVC, il y a des trucs qu'on peut leur donner pour renverser la problématique. Ici, je vous ai mis le cerveau pour vous montrer pourquoi que une personne qui a fait un AVC est affectée d'une façon, tandis que d'autres personnes sont affectées d'une autre façon. Alors, pour certaines personnes, ça affecte beaucoup la personnalité parce que l'AVC a eu lieu dans le lobe frontal, puis on sait que c'est là que la personnalité est enfouie. Si c'est quelqu'un qui a des problèmes moteurs, qui a une grosse faiblesse d'un côté ou de l'autre, on peut présumer que l'AVC a été fait dans l'aire motrice. Là, vous comprendrez que c'est la même chose. On a des problèmes visuels, on voit double, on a perdu la vision dans la moitié du champ visuel, on a du nystagmus, l'aire visuelle. Des problèmes de dysphasie, l'aire de Broca, c'est là que la parole est. Des problèmes d'audition, l'aire auditive. Donc, je vous ai juste mis ça pour que vous voyez que, dépendamment où est-ce qu'il y a eu lieu l'AVC, ça va avoir un impact différent sur le patient. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau qui explique qu'un patient qui a fait un AVC à gauche et un patient qui a fait un AVC à droite, c'est complètement différent. Les manifestations cliniques et comment la personne va agir va être complètement différent. Un patient qui a fait un AVC du côté droit va avoir une faiblesse, ou pourrait avoir une faiblesse du côté gauche parce qu'on sait que les hémisphères sont inversés. Et pour être négligent à gauche, il va avoir par contre tendance, c'est celui-là qui est vraiment important à se souvenir, ils vont avoir tendance à minimiser leurs manifestations ou même à nier qu'ils ont des problèmes. Donc, c'est des gens qui vont être très téméraires, qui vont faire des trucs qui vont les mettre en danger. Tu sais, ils ont peine à marcher, ils ont besoin d'une marchette, ils la laissent tomber tout le temps, ou ils sont pas capables de monter, descendre des escaliers, et pourtant on les retrouve dans les escaliers. C'est des gens qui vont être très impulsifs, qui vont être très téméraires, il va falloir vraiment faire attention à eux. Tandis que ceux qui ont fait l'AVC du côté gauche, clairement c'est des gens qui vont avoir des faiblesses du côté droit, ils vont avoir tendance à avoir plus de problèmes de langage et d'aphasie, puis on va voir qu'il y en a plusieurs types d'aphasie. C'est des gens qui, contrairement à ceux qui ont fait un AVC à droite, vont être très prudents et très lents dans leurs mouvements. Ils vont être très anxieux. C'est des gens qui vont souffrir de dépression, qui vont souffrir d'anxiété. Donc, c'était juste pour que vous voyez que d'un côté ou de l'autre, ça fait vraiment une grosse différence. Alors, ici, je vous ai mis du vocabulaire parce que c'est toujours le fun d'utiliser le bon vocabulaire quand on parle de nos patients dans nos notes au dossier. Donc, hémiparésie, hémiplégie, c'est complètement différent. L'hémiparésie étant une faiblesse, l'hémiplégie, c'est une paralysie. L'ataxie, c'est une démarche qui est instable, qui est titubante, ils ont tendance à s'en aller un peu comme ça. La dysarthrie, c'est une forme d'aphasie, c'est d'avoir de la difficulté à prononcer les mots. La dysphagie, on connaît. L'hémianopsie, j'en ai parlé, la perte de vision dans la moitié du champ visuel. Donc, les gens vont voir comme il faut au centre, mais ils verront pas vers l'extérieur la plupart du temps. Ça peut arriver le contraire, qu'on voit bien l'extérieur, qu'on voit pas au centre, mais c'est plutôt le contraire. Perte de vision périphérique, qu'ils vont avoir de la difficulté à voir la nuit. Puis la diplopie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la vision double. Puis ça, c'est vraiment désagréable. S'ils sont affectés de ça, de façon permanente, c'est des gens qui voient double tout le temps, c'est vraiment désagréable. Alors, hémianopsie à gauche, là c'est juste un petit tableau qui démontre ce que le patient verrait. Donc, on parle ici qu'il verrait le côté droit, mais il verrait pas le côté gauche. Et quand ils souffrent de ça, ils ont tendance à aussi souffrir d'héminégligence. C'est comme s'ils oubliaient qu'ils ont un côté gauche. Donc, c'est des gens que, s'ils sont capables de circuler, vont se cogner dans les meubles sur le côté gauche, vont se cogner dans les cadres de porte sur les côtés gauches. Donc, c'est hyper important de les surveiller, ces gens-là, et de les réadapter à ce niveau-là. Ces gens-là, quand on va aller les voir dans leur chambre,
on essaye, si on est capable, de se disposer ou de se placer sur leur côté qui est négligent pour essayer de stimuler ce côté-là, pour essayer de leur faire penser, j'ai encore un côté gauche. Donc, vous allez leur porter leurs médicaments, mettons le matin, ben vous allez vous présenter sur le côté gauche pour essayer de les stimuler. Encore d'autres mots, là, anosognosie, c'est un drôle de mot puis c'est difficile à dire, mais c'est les gens qui sont plutôt téméraires, les gens qui ont fait un AVC du côté droit, qui vont avoir des limites, mais qui s'en rendent pas compte. Et une négligence, je viens d'en parler. Agnosie, c'est l'incapacité de reconnaître un objet familier. Et souvent, ben pas souvent, mais je veux dire, on peut leur montrer un stylo, puis là, on leur demande qu'est-ce que c'est ça, puis ils savent pas. Ils sont pas capables de le dire. Dans leur tête, ils le savent, c'est quoi souvent, mais ils sont pas capables de le dire. Et il y a des patients que s'ils le touchent, ils savent que c'est un stylo et là, ils sont capables de le dire. Il y en a d'autres qui ne seront pas capables. Donc, il y a vraiment beaucoup de formes d'agnosie. La praxis, c'est l'incapacité de faire des mouvements simples. Donc, si on leur demande, prenez le crayon, écrivez votre nom, et ils vont prendre le crayon, mais ils ne sauront pas quoi faire avec, puis ils ne seront pas capables de le faire. Alors, ici, je commence à vous parler des aphasies. Il y en a deux qui sont le plus fréquentes, l'aphasie de Broca. L'aphasie de Broca, c'est vraiment une aphasie relativement majeure où les gens ont de la difficulté à dire les mots, ont de la difficulté à se souvenir des mots, ont de la difficulté à faire des phrases complètes, et puis ils cherchent, là, quel âge, vous allez voir dans la prochaine diapositive, il y a des vidéos, des liens pour aller voir des vidéos, et la dame, là, il lui demande quel âge avez-vous, puis elle est comme, puis elle essaye, elle se force, puis elle le sait pas. Elle le sait, mais pas capable de le dire. C'est des gens qui vont utiliser des formes de phrases qui sont pas habituelles, tu sais, marcher chien pour, tu sais, ici dans l'exemple, ils disent, le patient va vous dire marcher chien au lieu de dire je vais aller marcher avec le chien. Ils vont raccourcir leur phrase pour être capables d'exprimer une idée. Et ils vont être capables avec beaucoup de pratique, de dire ce qu'ils ont à dire. Tandis que Wernicke, qui est une aphasie qu'on appelle fluente, c'est des gens qui ont pas tant de difficultés à prononcer, ont pas tant de difficultés à s'exprimer, sauf que les mots qu'ils utilisent ne font pas de sens. Alors, on va leur poser une question, quel âge avez-vous? Oui, je suis né il y a très longtemps et aujourd'hui, il fait beau dehors. Et eux, ils ont l'impression qu'ils répondent à ta question. Tous les mots, ils les ont bien dit. Tous les mots pourraient faire du sens dans une phrase, mais ça ne répond totalement pas à la question. Donc, on appelle ça une aphasie fluente. Bla, 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 bla. C'est comme un peu de la diarrhée verbale. Puis vous allez voir dans la prochaine diapositive, j'ai 3 vidéos, un pour le Broca, un pour le de Wernicke, puis un pour Total. Total, c'est vraiment une aphasie très complexe où le patient a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'exprimer. À la limite, il n'est pas capable de s'exprimer du tout. Donc, je vous invite fortement à aller voir ces 3 vidéos-là parce que là, je peux pas cliquer dessus puisque c'est des vidéos YouTube. Et puis, si je clique dessus, ça va couper ma vidéo à moi. Mais ça vaut vraiment la peine. Vous allez voir, ici, c'est une madame, ici, c'est un monsieur, puis ici, c'est un jeune homme. Là. Il n'y a pas 40 ans, le jeune homme, là, qui a fait un AVC. J'aimerais ça que vous preniez la peine de voir comment le médecin jase avec la madame dans le premier vidéo, parce que moi, personnellement, je le trouve à la limite agressant. Vous allez voir dans les prochaines diapositives les consignes qu'on donne pour bien communiquer avec une personne qui fait de l'aphasie, puis on dit qu'il faut pas les contrarier, faut pas les bousculer, faut pas les stresser. Puis j'ai l'impression que le médecin, dans cette vidéo-là, il fait tout ça. Alors, ça vaut vraiment la peine de les écouter. Moi, je vais arrêter la vidéo parce que j'arrive à mon 15 minutes. Et puis, on va recommencer un petit peu plus tard.